Bonjour à toutes et à tous, c'est un Smart Impact en version longue que je vous propose aujourd'hui pour creuser les enjeux de transformation environnementale et sociétale de notre économie avec cette question: êtes-vous prêt pour l'impact que je pose chaque semaine à un ou une chef d'entreprise? Près de 30 minutes de grand entretien avec Julien Tchernia, aujourd'hui le président d'Equateur, fournisseur d'énergie renouvelable, labellisé Bicorp et on l'espère pour lui, futur licorne à impact. Dans cette émission, on parlera aussi des tendances de l'ESG à surveiller en 2025, notamment le déploiement de la directive européenne sur le bilan extra-financier CSRD avec Vincent Canu, le directeur d'Osapiens France. Notre Zoom, il nous mènera au Sable d'Olonne, dans le chenal mythique de la ville. On verra comment le Vendée Globe, ses skippers et ses sponsors s'engagent pour l'environnement. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Storio Énergie et ses solutions de stockage pour rentabiliser l'usage des panneaux solaires dans les entreprises. Voilà pour les titres, c'est parti pour ce Smart Impact en version XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Vincent Canu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur d'Osapiens France. On va parler des grandes tendances de stratégie ESG sur cette année 2025. Mais d'abord, un mot d'Osapiens, entreprise allemande qui s'est installée en France il y a bientôt 2 ans. Que propose Osapiens? C'est quoi vos services? Exactement. Alors, nos services, en fait, c'est assez simple. Donc, nous, on est éditeur de solutions logicielles qui vise à finalement aider les entreprises à mieux gérer leur chaîne d'approvisionnement, leurs produits et l'ensemble de leur conformité réglementaire. En fait, le principe, c'est qu'on va organiser, agréger l'ensemble des données, des informations, des processus des entreprises liées à l'ESG. Donc, par exemple, on a droit humain, traçabilité des produits, etc. Et puis donc organiser tout ça en tant que processus de manière à les aider à gérer la conformité réglementaire et donc leur transformation écologique. Comment vous accompagnez vos clients? Ça démarre par quoi? Ça démarre par une sorte d'audit, par la récupération des données qui sont parfois un peu éparpillées? Comment vous fonctionnez? Alors, comment on fonctionne? C'est une bonne question. On va... En fait, ça vient d'abord d'une volonté de l'entreprise déjà de se transformer. Alors que ce soit suite à une contrainte réglementaire ou suite à une volonté propre. Généralement, les deux finissent par être reliés, en fait. Mais donc, il y a une première volonté de se dire, bon, voilà, j'ai besoin de faire quelque chose, par exemple, d'introduire de la traçabilité de produits. Nous, j'aime expliquer, en fait, nous, on est là pour fournir un outil. C'est-à-dire que si je devais faire une analogie, par exemple, avec un appartement, moi, je fournis des marteaux, je fournis des tournevis, mais effectivement, le propriétaire des lieux, donc l'entreprise, va s'appuyer dans beaucoup de cas sur des cabinets de conseil, donc des grands cabinets de conseil ou des plus petits, etc. Il y en a vraiment toute une panoplie pour, effectivement, analyser les différents processus qu'il va y avoir, les différents points de données. Voilà. Nous, on va ensuite connecter à toutes ces différentes sources d'informations, organiser tout cela, et puis après, en fonction des contraintes réglementaires qu'on va identifier, qu'on essaie de résoudre, on va effectuer un certain nombre d'opérations. Par exemple, sur de la déforestation, on va vérifier par analyse satellite et intelligence artificielle si oui ou non il y a eu de la déforestation. Si on parle de risque en chaîne d'approvisionnement, on va analyser si il y a un risque, je ne sais pas moi, de travail des enfants, de respect des droits humains dans le cadre de l'entreprise, etc. On parle évidemment beaucoup dans cette émission, et pas seulement dans pas mal de médias économiques, de cette directive européenne CSRD, le bilan extra-financier. C'est vrai qu'on va dire que 2025, c'est l'année de mise en œuvre effective. On l'a dit plein de fois, je le rappelle, ça se fait année après année, en fonction de la taille des entreprises, les très grandes entreprises pour commencer, puis les ETI, puis ça ira jusqu'aux PME cotées. Comment elle est vécue? Question très générale pour démarrer. Comment elle est vécue par vos clients? Est-ce que c'est d'abord l'inquiétude, la contrainte, encore de la paperasse, ou alors, il y a peut-être une opportunité à saisir? Alors, encore une fois, c'est vrai que ça dépend beaucoup de la maturité des différentes entreprises. Moi, j'aime bien parler des 5 étapes du deuil dans certains cas. Alors, c'est-à-dire qu'en fonction des sociétés, on a certains qui vont être en choc, certains qui vont être dans le déni et compagnie, mais on arrive toujours à un moment ou à un autre à une phase d'acceptation et de réalisation que finalement,
c'est le moyen de faire un état des lieux, de regarder qu'est-ce qui se passe d'un point de vue impact, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal. En tant que société, qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Est-ce qu'on réalise que nos activités, finalement, ont un impact sur la société, sur la planète, et comment est-ce qu'on souhaite s'y adapter ? Donc, souvent, c'est quoi les points bloquants ? Parce que c'est ressenti comme ça. Les points bloquants, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. En fait, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de points d'information qu'il va falloir documenter. Et ça touche tous les secteurs de l'entreprise. Et les entreprises sont souvent pas forcément organisées pour gérer cette donnée. Les données sont souvent éparpillées également dans différents silos, dans différents points d'information qui ne sont pas toujours facilement accessibles et qui ne sont pas toujours facilement comparables. J'entends beaucoup cette petite musique consiste à dire bon, ça allait pour les très grands groupes, mais pour les ETI, c'est pas formaté pour les ETI, c'est trop compliqué pour les ETI. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas si je peux dire que je suis d'accord ou pas. La réalité, c'est que oui, il y a beaucoup d'informations. Oui, ça s'applique également à des ETI, des PME, des grosses PME quand même, parce qu'on parle de 250 personnes. Mais je pense que la question, c'est plutôt est-ce que réellement on a vraiment le choix de se poser ces questions-là. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de points à mettre. Si je dois faire un parallèle, par exemple, avec la finance, personne ne se pose la question de savoir est-ce que la finance, c'est contraignant. Pourtant, j'ai rien du tout contre les directeurs financiers ou quoi que ce soit, mais c'est quand même une fonction de l'entreprise qui est non productive. Et qui représente quand même un pourcentage non négligeable des effectifs. La problématique qu'il y a sur le côté ESG, c'est que dans beaucoup de cas, effectivement, on va avoir des besoins qui sont prégnants, qui sont assez importants, avec finalement assez peu de ressources. J'ai pas mal de sociétés de 1000, 2000, 3000 personnes qui finalement vont avoir une ou deux personnes qui s'occupent de l'ensemble de la responsabilité environnementale. Moi, je vais dire, on fait une émission qui s'appelle Smart Impact, c'est très bien, ça oblige les entreprises à se structurer sur ces enjeux. Et puis, il y a aussi, c'est un outil de comparaison, cette CSRD, donc il y a une forme de prime à celles et ceux qui ont déjà fait le chemin, quoi. Exactement. C'est une très bonne remarque. C'est donc un moyen de comparaison. Et moi, j'aime bien expliquer aussi aux gens que, parce qu'on parle souvent de compétitivité, etc., que c'est pas bon. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en l'occurrence, ça permet de mettre un cadre de concurrence saine entre les entreprises, y compris en dehors de l'Union européenne, parce que contrairement à ce qu'on entend dans beaucoup de cas, en fait, ce sont des réglementations qui sont contaminantes au niveau international. De la même manière que le RGPD a été contaminant au niveau mondial. Donc la protection des données, évidemment. Oui, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Oui, c'est contaminant. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on comprend bien ce que ça veut dire, parce que toute la chaîne de valeur est concernée. Exactement. Et donc, c'est sûr que, effectivement, ça force toutes les entreprises à se poser la question, à faire leur état des lieux. Toutes les données sont également mises à disposition en open data, donc en accès libre, pour ensuite être réutilisées pour faire de la comparaison. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, vous avez parlé de la déforestation, par exemple. Là aussi, il y a une réglementation européenne qui est assez contraignante, et là aussi avec un effet international. Il y a d'autres réglementations européennes dont on parle moins que la CSRD qui vous semblent importantes ? Alors, effectivement, la déforestation, pour moi, est une réglementation qui est extrêmement structurante pour les entreprises et dont on parle assez peu. Pour vous donner une idée, le calendrier de mise en œuvre, c'était normalement le 31 décembre 2024. D'accord ? Donc, au vu de toutes les informations que vous avez eues, vous vous dites « Ah, tiens, voilà ». Donc, ça a été retardé, en fait, au 31 décembre 2025. Mais les entreprises, si je dois schématiser très rapidement, en fait, l'idée, c'est de s'assurer qu'en Europe, on ne commercialise pas de produits qui vont avoir contribué potentiellement à la déforestation. Donc, un distributeur qui va vendre une tablette de chocolat doit être en mesure de s'assurer que la fève de cacao qui a été utilisée pour faire la tablette de chocolat qu'on est en train d'acheter a été cultivée sur une parcelle géographique, que ça n'a pas généré de déforestation, qu'il n'y a pas eu de travail des enfants, qu'on a respecté les droits humains internationaux, etc. Ce qui est très bien, mais compliqué à vérifier, c'est ça ? C'est
j'irais pas jusqu'à dire que c'est compliqué. En fait, c'est comme tout, c'est compliqué quand on le fait pas encore. Une fois que ce sont des processus qui sont mis en place, ça marche et c'est pas si compliqué que ça. Par contre, la mise en œuvre est assez compliquée. Qu'est-ce que vous proposez en la matière ? Nous, effectivement, on propose une solution parmi nos différents, parmi tous les différents modules qu'on propose, parce que donc nous, on propose une plateforme qui va agréger tout un ensemble de modules pour se mettre en conformité avec la plupart des réglementations. Au niveau de la déforestation, effectivement, on propose des outils qui vont permettre de prendre contact avec l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, récupérer les informations de localisation de culture, faire les analyses satellites, vérifier la légalité du travail, etc., pour que finalement les entreprises, elles aient un petit écusson vert qui leur dit c'est bon, tu peux y aller. Mais ça veut dire que c'est un travail qui n'était pas fait ou pas suffisamment fait, un peu d'opacité, ou parce que ça semble étonnant de dire qu'un chef d'entreprise maîtrise pas l'ensemble de sa chaîne de valeur. Vous savez, c'est très compliqué de maîtriser une chaîne de valeur, en fait. Quand on prend, par exemple, des chaînes comme le café, le cacao, on peut avoir 10, 15 niveaux de fournisseurs, en fait. C'est-à-dire que donc un distributeur, au final, il va y avoir 10 intermédiaires entre lui et le producteur, par exemple. Ce qui, du coup, si à chaque étape, on considère qu'on en a, par exemple, une dizaine, on arrive très facilement tout de suite à des combinatoires avec énormément, des dizaines de milliers de combinaisons possibles. Donc, c'est extrêmement compliqué, on ne va pas se mentir, mais c'est des choses qui se mettent en place. Après, donc, dans le cadre d'autres réglementations, donc, par exemple, sur le devoir de vigilance, c'est des choses qui sont de toute façon nécessaires à analyser, qu'il va falloir que les entreprises prennent en main de toute façon. Avec une dimension qui est passionnante, c'est que l'Europe met en avant ces outils de régulation, alors qu'en face, on a les États-Unis qui se posent avec un Elon Musk, conseiller spécial du président Trump réélu, en chantre de la dérégulation. Et là, il y a un sacré bras de fer en perspective quand même. Alors, il y a toujours, là, j'ai envie de dire, c'est des considérations géopolitiques. Oui. Moi, j'ai envie de dire, en tant que petite société actrice du sujet, je me conforme au sujet. Maintenant, la réalité, quand même, c'est que c'est des tendances qui sont irréversibles. C'est-à-dire que quoi qu'on en dise, quoi que fasse qui que ce soit, les consommateurs le demandent. Vous ne pouvez pas imaginer maintenant avoir une société dans laquelle vous n'allez pas être capable de prouver que vos fournisseurs respectent les droits humains, par exemple. Des baskets fabriquées par des enfants, c'est plus acceptable. On l'a déjà vu et ça, on en parle encore. C'est des choses qui sont extrêmement compliquées. Donc, tout ça, c'est des tendances, des modifications qui se passent au niveau des marchés qui sont complètement irréversibles. Donc il y a tout un ensemble de discussions pour ajuster des calendriers, des points à la marge, mais la réalité c'est que c'est des choses qui vont de toute façon se passer. Oui, un mouvement de fond, et d'ailleurs il y a pas mal de grandes entreprises américaines qui font passer le message à Donald Trump de pas forcément faire marche arrière parce qu'elles sont déjà engagées sur ce chemin. Merci beaucoup Vincent Canu et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre Zoom, le vent des globes au programme. Le Vendée Globe, ses skippers, ses sponsors, comment s'engagent-ils pour l'environnement ? Voilà le thème de notre Zoom avec Alexandre Failleul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur d'Advance, que vous allez nous présenter en quelques mots. Et puis surtout, la question importante, c'est pourquoi vous vous engagez depuis quelques années dans ce Vendée Globe ? Alors, Advance, c'est un spécialiste européen de la cybersécurité. On est plus de 500 collaborateurs présents en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, également au Canada. Et avec un bureau aussi à Papette, pour quelques collaborateurs bien heureux. Alors, pourquoi le Vendée Globe ? C'est une histoire qui remonte à il y a 8 ans, une rencontre à la fois avec le skipper Thomas Ruyant et la course du Vendée Globe. Même si je suis un passionné de sport et d'aventure, j'ai découvert le Vendée Globe en 2016, le jour du départ, le long du Chenal, parmi les 350 000 spectateurs. Et ça a été un véritable coup de cœur et je me suis engagé aux côtés de Thomas pour l'aider à gagner cette course. Et ça a donné lieu à la création d'une écurie de course au large, TR Racing, qui aligne donc ces 2 bateaux sur le Vendée Globe cette année. Avec ce choix qui est quand même très original, 2 bateaux qui sont engagés sous le même nom.
vulnérables. Alors, il y a Sam Goodchild et Thomas Ruyant, toujours. Oui. Alors déjà, un petit point course, quoi. Ils en sont où, là? J'imagine que vous suivez ça, vous avez leur progression. Oui, bien sûr, on suit ça depuis plus de 2 mois maintenant. Ouais. 60, je crois que c'est le 65e jour de mer aujourd'hui. Il y a 3 skippers qui se sont détachés et qui sont arrivés donc avec Charlie Dalin, Johan Richomme ce matin et Sébastien Simon qui va arriver demain. Bientôt, ouais. Et derrière, il y a un petit groupe étau qui se bagarre pour les places d'honneur. Pour la quatrième place, place, dont ils sont dans ce font groupe-là, partie Sam et Thomas, tout à fait. Pourquoi 2 bateaux? C'est très original, quand Pourquoi même. 2 bateaux? Alors, on a créé cette écurie en 2018 avec Thomas. On a construit un premier bateau avec lequel il a gagné les Transat Jacques Vabre 2021-2023, la Route du Rhum 2022. Donc, il a réalisé un triplé historique. Et au retour du dernier Vendée Globe, où il avait terminé 6e, on avait décidé de construire un nouveau bateau pour être le plus compétitif possible pour le Vendée Globe 2024. Et on a choisi de garder le premier bateau et donc de créer ce qui était inédit à l'époque dans la course au large, créer un modèle d'écurie reposant sur 2 bateaux pour mutualiser les moyens et optimiser les performances sportives. Donc c'est ce qui a amené avec cette écurie à 2 bateaux, à amener ces 2 bateaux sur le Vendée Globe cette année. Il s'appelle Vulnérable et pas Advent. Alors, Vulnérable, c'est le nom d'un grand projet de société, en tout cas, qu'on ambitionne, pour changer de regard sur la vulnérabilité. Vulnérable, c'est un mot qui a été choisi pour interpeller, et il interpelle, ça marche très très bien, surtout un nom porté par 2 bateaux du Vendée Globe. C'est un mot pour interpeller les Français sur leur rapport à la vulnérabilité. On a fait un sondage, on a réalisé en octobre un sondage avec un baromètre avec l'IFOP qui met en évidence ce qu'on savait, mais ça le met en évidence par des chiffres. 84% des Français ont une représentation négative, voire très négative de la vulnérabilité. Alors que la vulnérabilité, lorsqu'elle est correctement accueillie et intégrée, elle représente un potentiel d'énormes potentiels à libérer. C'est quoi? C'est un potentiel d'amélioration. On identifie ces vulnérabilités pour ensuite avancer, dans progresser. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui est assez puissant. D'abord, qui est notre condition existentielle sur cette terre, qui est propre à la vie et qui nous unit tous, l'ensemble de l'humanité et même le reste du vivant. C'est bien de se le rappeler. On est vulnérable, on vit vulnérable et on meurt vulnérable. Aujourd'hui, on vit dans une société qui enfouit cette vulnérabilité et qui cherche à la masquer, à l'écarter, à la mettre de côté, voire à l'exclure de manière générale. Ce qui est le cas aussi des personnes les plus fragilisées, ce qu'on met de côté aujourd'hui dans la société, alors que lorsqu'elle est correctement accueillie et bien entourée, elle offre des potentiels immenses qui permettent de mieux vivre nos existences, mais qui permettent aussi qu'il y ait un potentiel qui est complètement inexploité dans nos entreprises et dans la société. Et c'est ce potentiel qu'on veut libérer avec ce changement de regard sur la vulnérabilité. Avec aussi une dimension d'engagement pour l'homme, pour la planète. Je crois que 50% du capital d'Advent est consacré à des actions pour la planète. Ça veut dire quoi, ma raison d'être professionnelle, c'est d'entreprendre pour être utile et d'être utile pour être heureux. Voilà, c'est aussi basique que ça. C'est ce que j'ai compris il y a 25 ans maintenant. J'ai créé Advance il y a 25 ans. J'ai créé Terre Racing il y a 8 ans. Donc, c'est les 2 entreprises que j'ai créées. Et j'ai toujours cherché à me servir à la fois de la performance économique et financière d'Advance et de la performance sportive de ces 2 bateaux pour générer de l'impact. Donc j'ai toujours cherché à démontrer qu'on pouvait créer autant de valeur économique qu'on pouvait concilier performance économique et sociétale, tout comme concilier performance sportive et sociétale, et qu'on pouvait concilier création de valeur économique, sociale et environnementale. Et alors, dans le cadre d'un Vendée Globe, on revient à ce qui nous réunit aujourd'hui, ces enjeux environnementaux, comment vous les portez? C'est-à-dire que vous profitez du Vendée pour faire passer des messages En fait, le sport, de manière générale, et ces bateaux sur le Vendée Globe en particulier, sont un formidable outil médiatique et mobilisateur.
Et cette puissance médiatique et mobilisatrice, on peut la mettre au profit d'une marque commerciale, mais aussi on peut la mettre au profit d'une marque associative, comme on l'a fait en 2020 avec Linked Out, qui était à qui on avait offert le naming sur les voiles. Donc Linked Out a été le premier bateau avec une marque associative à gagner des grandes courses, avec la Transat Jacques Vabre 2 fois et la Route du Rhum. Et cette année, on a voulu aller plus loin avec non pas une marque associative, mais avec un simple mot, vulnérable, qui est ce mot pour interpeller les Français, mais qui est aussi le nom d'un grand projet qui vise à changer le regard du plus grand nombre et de la société sur le thème de la vulnérabilité. Moi, j'ai acquis la conviction qu'un simple changement de regard pouvait entraîner de grands changements dans nos existences, dans nos entreprises et dans la société. Voilà. Et c'est le combat que j'ai choisi de mener, c'est le combat auquel j'ai choisi de consacrer effectivement toute la puissance d'action économique et financière de mon entreprise Advance, en consacrant 50% de sa valeur financière, ce qui représente aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros. Ça représentera, j'espère, demain plusieurs milliards d'euros. Donc toute cette puissance d'action économique et financière est consacrée justement à ce changement de regard sur la vulnérabilité, tout comme j'ai choisi d'offrir la puissance médiatique de 2 bateaux sur le Vendée Globe qui portent ce mot vulnérable. Si on dézoome un peu pour parler peut-être du Vendée Globe et de son impact environnemental, en fait, comme pour tous les événements sportifs ou culturels d'ailleurs, c'est d'abord les déplacements des spectateurs. On a vécu là, avec l'arrivée de Charlie Dalin, Johan Richomme, cette ferveur populaire qui est géniale. Mais bon, voilà, 63% des émissions de CO2 du Vendée Globe sont liées au déplacement des spectateurs. Alors là-dessus, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais sur les bateaux, sur la conception des bateaux, est-ce que vous intégrez cette dimension-là voilà, aux bateaux que vous construisez ? Oui, alors, moi, j'intègre rien, puisqu'il y a une écurie de course au large qui conçoit. Il y a toute une industrie dans la course au large, bien sûr. Avec aujourd'hui des milliers de personnes qui travaillent autour de ce sport. Ça fait vivre des milliers d'emplois. Maintenant, moi, en tant que sponsor, j'ai un cahier des charges. J'ai des exigences et des attentes. Moi, aujourd'hui, si je destine l'ensemble des moyens économiques et financiers de mon entreprise et autant de moyens pour le sponsoring, c'est pour générer de l'impact et être le plus utile, le plus contributeur possible au monde. Donc forcément, j'ai des exigences. Maintenant, effectivement, le monde de la course au large, comme le sport en général, comme les entreprises, aujourd'hui, ont tous et développent tous des démarches de responsabilité sociale, environnementale et ont bien entendu pris conscience des enjeux sociétaux et cherchent à communiquer, surtout à communiquer d'ailleurs, et à réduire autant que possible l'impact. Sur un bateau, on fait comment ? Alors sur un bateau, aujourd'hui, dans les processus industriels, dans les processus de conception des bateaux, etc., il y a matière aujourd'hui à réduire l'empreinte carbone. Il y a des caps carbone qui sont des trajectoires carbone qui sont... Voilà. Il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui qui servent à réduire l'impact carbone sur la construction des bateaux, qui d'ailleurs, toute cette innovation, elle vient rejaillir sur l'ensemble de l'industrie maritime, l'industrie de plaisance, etc. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Il faut dépasser le stade de l'intention, il faut dépasser le stade des petites actions. Ce qui est important de valoriser dans le sport comme dans l'entreprise, le sport et l'entreprise sont de formidables, comme les arts et la culture, de formidables outils pour transformer le monde, changer le monde. Mais il faut aller plus loin, il faut passer d'une logique de responsabilité à une logique de performance. Aujourd'hui, on valorise beaucoup les coûts, effectivement liés à la construction de ces bateaux, mais aussi liés à l'organisation des événements qui sont, comme dans le sport en général, la principale source d'émissions de CO2. Mais il faut valoriser aussi, donc c'est sûr qu'il faut chercher à réduire ces coûts, en optimisant les émissions de CO2 pour l'organisation de tous ces événements. Il y a plein de façons de faire, mais il faut aussi valoriser tout ce que ça apporte en parallèle. Et le sport, comme un événement comme le Vendée Globe, apporte son lot d'émotions auprès des spectateurs. Donc déjà, nourrir le bonheur de millions de personnes, c'est déjà pas mal. Et de changer le regard de beaucoup d'enfants, c'est déjà pas mal. Inspirer les enfants, etc. Il faut le valoriser. Mais il faut aussi valoriser ce que le sport peut exploiter comme type de modèle de sponsoring, comme on le réalise nous aujourd'hui. On se sert de la puissance médiatique et mobilisatrice
du sport, non pas pour faire rayonner notre marque commerciale, mais pour générer de l'impact. Le sport est un formidable levier d'impact et ce serait bien qu'on valorise autant la valeur que ça crée sur le plan social et environnemental et qu'on encourage les sponsors à à innover en matière de sponsoring pour que ça crée un maximum de valeur sociétale tout en cherchant évidemment à réduire les coûts. Merci beaucoup et bon vent évidemment à vos deux bateaux, à vos deux vulnérables qui bataillent pour la 4e, 5e place de ce Vendée Globe qui nous passionne. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à un ou une chef d'entreprise, à une personnalité qui compte dans l'économie française. Aujourd'hui, je reçois Julien Tchernia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur, le président d'Équateur, fournisseur d'énergie renouvelable, du gaz, de l'électricité, du bois. Vous dites, c'est un peu votre credo, pour changer d'air, il faut changer d'énergie. Expliquez-moi. En fait, nous, chez Équateur, ce qu'on constate, c'est que tout n'est qu'énergie. Finalement, là, aujourd'hui, nous, on discute, mais ça n'est possible que grâce à l'énergie. Tout ce qu'on voit là, cette table, c'est finalement des matières premières qui ont été prises à la terre et sur lesquelles on a rajouté de l'énergie pour les extraire, les transporter, les transformer. Donc, tout devient simple parce que pour changer le monde, il suffit de changer l'énergie. Et donc, l'objectif d'Équateur, c'est de travailler sur la demande et de donner envie aux gens d'acheter de l'énergie renouvelable pour justement changer le système. Et alors, effectivement, si on détaille un peu, quelles énergies renouvelables ? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on vend principalement, c'est de l'électricité renouvelable et du biométhane. On vend aussi un petit peu de bois parce que comme Équateur n'est pas producteur, pour nous, vendre l'une ou l'autre, c'est la même chose. Donc il faut que le bois, par contre, soit éco-géré. Donc on prend du bois français éco-géré. Ce sont des déchets, en fait, de fabricants de meubles. Cela dit, on en vend très peu en pourcentage encore. Notre credo, c'est électricité et biométhane. Électricité et biométhane. Comment vous garantissez que votre énergie, elle est 100% renouvelable ? Alors c'est ça qui est un peu spécifique dans notre métier. On ne peut pas garantir que physiquement, c'est bien l'électron renouvelable qui a été produit qui va arriver chez vous et pas un électron qui vient de Pologne. Parce qu'ils sont tous dans le même tuyau. Tout est dans le même tuyau, tout est interconnecté, que ce soit en gaz ou en électricité. Donc l'Europe a mis en place un système de certification, de traçabilité qui s'appelle les garanties d'origine et qui assure en fait une traçabilité financière. C'est-à-dire que quand un client vient chez nous, il est sûr qu'il y a un producteur qui a produit autant d'énergie renouvelable que lui n'en a consommé. Il est sûr qu'il l'a surrémunéré. Par contre, ce n'est pas nécessairement cette énergie-là à ce moment-là qu'il va consommer lui. Est-ce que ce virage vers les énergies, question très générale, ce virage vers les énergies renouvelables, comment vous l'évaluez ? Est-ce qu'il est trop lent ? Est-ce qu'il est à la hauteur des enjeux environnementaux ? Alors, il est toujours trop lent, on va toujours se plaindre. Moi, il y a quelque chose que je trouve très beau, c'est que pour moi, il est pris et qu'il est gagné. C'est-à-dire que quand j'ai démarré dans le secteur de l'énergie en 2007, pour vous donner un ordre de grandeur, on produisait de l'énergie solaire à 500 € du mégawattheure. Aujourd'hui, en Espagne, on produit de l'énergie solaire à 20 € du mégawattheure. L'éolien s'est passé de 500 aussi à 60. Vous avez donc finalement une technologie qui a tenu ses promesses et qui fait qu'aujourd'hui, le renouvelable, c'est le plus facile à déployer et le moins cher. Donc c'est compétitif, c'est un atout majeur pour sa longévité d'une certaine façon. Tous les nouveaux parcs, bien sûr. Et quand vous avez des producteurs, puisque nous on achète auprès des producteurs, comme Total, qui sont historiquement des sociétés qui sont dans le fossile, tout le monde le sait. Et qui y sont encore beaucoup. Et qui y sont énormément. Si on prend le chiffre d'affaires de Total, c'est encore 95, 96, 97%. C'est et la marge aussi, Par contre, là où ils investissent, c'est dans le renouvelable. Et ils investissent dans le renouvelable probablement pour des tas d'engagements RSE, on ne va pas leur enlever ça. Mais surtout, parce que c'est ce qui permet de produire le moins cher après le fossile, parce que malheureusement le fossile est toujours un peu plus compétitif. Donc ça va dans le très bon sens. Il reste la problématique du stockage, où là aussi ça progresse, puisqu'on voit les voitures vont de plus en plus loin, les voitures électriques. Par contre, ça reste encore un peu cher, et là-dessus, on espère que le travail des ingénieurs va aboutir. D'où viennent les freins, les hésitations ? Là, je me mets côté client. Passer à Équateur, c'est quoi, la peur de quitter les géants, le géant du marché ou les géants du marché ? C'est ça, c'est bien sûr. On vend tous le même produit, donc la différence va se faire sur la marque, puisque les prix sont à peu près les mêmes. À part en 2024, où les tarifs réglementés de vente étaient très chers, et donc les clients ont choisi des offres de marché qui sont pour la plupart renouvelables. Aujourd'hui, ce qui fait c'est la différence, c'est la marque. Quand on achète de l'énergie, c'est quand même quelque chose de très important chez soi. Et donc on va faire confiance à une marque qu'on connaît, comme dans n'importe quel secteur en fait. Et évidemment en France, EDF a une très belle marque, ça reste une entreprise qui est très aimée des Français, qui représente quelque chose historiquement dans la République. Et donc c'est à nous de montrer qu'il y a une très belle
marque EDF, et on est capable de faire des très belles marques à côté, et c'est ça la bataille. Mais est-ce que, oui, alors c'est une bataille. Ce frein, il est toujours aussi puissant. J'imagine qu'il est un peu moins puissant que quand vous avez créé Équateur, mais il est toujours aussi puissant. Moi, ça m'étonne un peu d'une certaine façon. Oui, écoutez, il est toujours aussi puissant. Chacun a ses avantages. EDF, historiquement, est très présent dans les territoires. EDF est quand même à l'État qui est actionnaire. Et les tarifs réglementés de vente sont présentés par les politiques comme protecteurs, même si en 2024, ils étaient 25% plus chers que toutes les offres de marché. Donc, ils n'étaient pas protecteurs, ils étaient prédateurs. Mais vous avez des débats en France qui sont très centrés sur le monopole. Souvenez-vous de la campagne électorale où vous aviez des batailles entre le parti 1 et le parti 2 qui disaient « moi je vais faire baisser les prix de 20% et moi je le ferai de 10% en février et vous allez voir ». Non, il vous suffisait de dire « allez chercher les offres de marché, y compris celles d'EDF, et vous ferez immédiatement 20% de réduction ». Donc vous avez une mise en avant par le pouvoir politique d'une offre spécifique, le tarif réglementé de vente, qui n'est qu'une formule parmi une autre et qui est passablement peu compétitive en ce moment. Donc on a ça contre nous et on a avec nous le fait que les coûts de production du renouvelable sont moins chers et que donc petit à petit ça va rattraper. Oui, on va parler de notre mix énergétique et je m'appuie pour cela sur une citation, un extrait d'une interview que vous avez donnée à Forbes en février dernier. Voilà ce que vous disiez, plutôt que de tout miser sur le nucléaire, la France devrait accélérer sur le renouvelable pour garantir son indépendance. Et le nucléaire nous garantit quand même aussi notre indépendance énergétique. Alors, le nucléaire garantit l'indépendance énergétique par rapport aux fossiles. Il faut quand même de l'uranium. Et n'oublions pas qu'on n'en a plus. Il y a des problèmes au Niger. Ils ne sont pas complètement hors de la géopolitique, ces problèmes-là. Ce n'est pas complètement par hasard qu'aujourd'hui, la Russie a fait récupérer l'influence africaine pour, en fait, nous couper des sources d'uranium. Cela dit, on a quand même pas mal de stocks. Mais ce n'est pas une indépendance parfaite. Le deuxième sujet, c'est le coût. C'est-à-dire que historiquement, le nucléaire a très très bien marché, et tant mieux, et heureusement qu'on en a. On est tous d'accord, j'imagine, en tous les cas moi, qu'il vaut beaucoup mieux du nucléaire que du charbon. Même si malheureusement, quand la crise énergétique a commencé, nos centrales étaient un peu mal en point, quoi. Ah, très mal en point. On a produit moitié moins que les bonnes années. Et là, aujourd'hui, on reproduit plus, mais on est encore très très loin des bonnes années. Et puis surtout, le nouveau nucléaire, l'EPR, aujourd'hui, ne tient pas ses promesses. Je vous parlais des promesses du renouvelable quand je compare 2007 à maintenant. À l'époque, en 2007, moi, quand j'ai fait ma formation dans l'énergie aux mines de Paris, le nucléaire, c'était la solution. C'était l'époque Areva, Anne Lauvergeon, star absolue. Et moi-même, j'étais convaincu de ça. Sauf que les réalités techniques de l'époque n'ont pas été prouvées, n'ont pas été mises en œuvre, et qu'aujourd'hui, l'EPR est enfin connecté, mais qui produit presque rien. Donc, ça fait 18 ans. Donc, les gens passent le bac. Ceux qui sont nés l'année où le chantier de l'EPR a démarré, les gens passent le bac. Donc, se dire, je vais tout miser sur la construction de 6 nouveaux moyens de production, dont les coûts de production sont... En plus, je finis, mais sur la Cour des comptes vient de dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. La Cour des comptes alerte sur les coûts de production, la rentabilité inconnue, l'accumulation des risques. Voilà les termes employés. Sur ces nouveaux réacteurs EPR. On produit aujourd'hui à 110 € du mégawattheure dans les calculs, alors que le solaire, si vous le mettez sur votre toit, vous êtes à 70. Sur votre toit, à 3 petits panneaux, vous êtes à 70, ils produisent à 110. Donc, ce n'est pas compétitif. Ce n'est pas très grave. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'à la fin, il y a un choix technologique qui est fait par une entreprise. Normalement, si Équateur fait un choix, par exemple, nous, on va décider de déployer des panneaux solaires sur les toits. Il faut de l'argent, il faut investir. Et donc, on va aller voir nos actionnaires qui vont soit dire « j'ai pas d'argent, donc tu le fais pas », soit dire « j'ai de l'argent et je prends le risque ». Et ce n'est pas mes clients qui vont payer ce risque, c'est mes actionnaires qui payent ce risque ou qui refusent de le payer. Et donc après, si les actionnaires ont eu raison, ils gagnent. S'ils ont eu tort, tant pis pour eux, ils prennent leur perte. Là, comme c'est l'État qui est actionnaire, et que l'État n'a plus d'argent, on est en train d'organiser un système, puisque vous savez qu'il y a la fin de la redistribution de la rente nucléaire en 2026, qui va faire que ce sont les Français qui vont payer ce choix de l'actionnariat qui est l'État. Et donc ça, c'est quand même assez bizarre, surtout que les prix continuant à monter en France, le gros avantage compétitif qu'on avait est en train de faire qu'on consomme de moins en moins, ce qui est un problème pour les investissements fixes très lourds comme les centrales, et qu'il y a des délocalisations. C'est-à-dire que d'un point de vue pro,
on a de plus en plus de pros qui disent, moi, je suis gros consommateur d'énergie, je vais partir en Espagne, je vais partir en Italie, je vais partir en Allemagne. Quelques chiffres clés sur Équateur, les derniers qu'on a eu, plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 100 collaborateurs, 235 000 compteurs installés en France. Équateur qui est reconnu comme une future licorne à impact par le mouvement Impact France. Alors, ça fait plaisir, mais ça met la pression d'une certaine façon. Comment vous le vivez, ça ? Ça fait très plaisir. Donc, Impact 40, on est Next 40 aussi. On ne s'y attendait pas. Donc, ça, c'est plutôt une histoire personnelle, mais avec mon associé, quand on a créé Équateur, c'est parce qu'on avait envie de le faire. On s'est mis dans une chambre de bonne à Paris avec un papier, un crayon, et on a bossé. Et aujourd'hui, voilà, on a 180 salariés. On fait des centaines de millions d'euros de chiffre. Enfin, ça dépasse. Et tant mieux, on est très contents. Donc, objectif 1 milliard, parce que c'est ça, une licorne à impact. Allons-y, objectif 1 milliard. On est à la fois très content et très humble par rapport à ça. Nous, on continue à faire notre boulot. C'est beaucoup de travail. Entre 500 millions et 1 milliard, il y a aussi beaucoup d'étapes. Donc, voilà, nous, on est très fiers. Ça nous oblige dans le sens, pas plus qu'avant, mais ça nous montre qu'à l'extérieur, les gens croient en nous. Alors, c'est marrant parce que moi, je suis spontanément parti sur l'objectif du chiffre d'affaires 1 milliard. Mais la logique du mouvement Impact France, c'est justement de sortir de cette seule valorisation financière. Alors, ça vous intéresse aussi ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'abord, le chiffre d'affaires chez nous, ça dépend beaucoup du prix de l'énergie. Par exemple, vous avez cité 600 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. En 2024, on a plus de clients, mais moins de chiffre d'affaires parce que le prix de l'énergie a baissé. Donc, ça compte qu'à moitié. Sur la valorisation, nous, on a deux choses. On est impact by design, comme on dit dans la Startup Nation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on a de clients, plus on aide. Bien sûr. Par contre, évidemment, plus on a de clients, plus on grandit, donc plus notre impact à nous est élevé. Et donc, il y a tout ce calcul qu'on est en train de mettre en place dans la société sur comment faire attention à ce que les nouveaux investissements qu'on fait, même s'ils impactent positivement, ne soient pas contrebalancés par une explosion des coûts carbone de la société Équateur elle-même. Et donc, on fait ces calculs. Le label B Corp, vous êtes labellisé B Corp, ça vous aide à faire ça ? Le label B Corp, ça nous a imposé un certain nombre de processus qui étaient plus sur des aspects qui sont moins les nôtres, qui sont vérification des fournisseurs. C'est-à-dire qu'on était tranquille sur nos produits. Et d'un coup, on nous a dit, mais t'achètes à qui ton logiciel, t'achètes à qui tes bureaux, t'achètes à qui... Et donc ça, on regardait moins, et ça nous a imposé d'y faire attention et de s'assurer sur l'ensemble de la chaîne de la cohérence de notre discours et de nos réalisations. Ça vous permet de répondre oui à la question, on est prêt pour l'impact. C'est ce que vous disiez, on l'est par essence. Mais c'est pas pour autant que, maintenant... Parce que ça pose la question, je pourrais poser la question différemment, de la progression. C'est aussi à ça que sert le label B Corp, de se voir progresser sur un certain nombre de critères. Oui, tout à fait. Nous, par exemple, une chose qu'on a mis en place, c'est toujours sur le bilan carbone interne, c'est que... Historiquement, les gens qui, chez Équateur, ont des responsabilités de budget, ils vont faire leur choix de fournisseur entre le coût et l'efficacité. Le responsable marketing va se dire, faire de la pub sur Google ou sur Bing, combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Et là, on rajoute quelque chose sur l'impact carbone, et donc avec une partie de leur prime qui dépend de ça. Et donc, il faut maintenant prendre en compte aussi l'impact carbone de la solution que tu choisis. Et je prends un autre exemple qui est... plus emblématique et un peu plus anecdotique, mais donc j'ai mis cette prime-là, et j'ai le responsable B2B qui me dit « Ah, Julien, je suis vachement embêté, il y a les courtiers, on travaille beaucoup avec des courtiers dans le petit B2B, qui font une espèce de grand événement annuel à Marrakech, j'ai bien envie d'y aller, mais ça va détruire ma prime. » Je lui dis « Ben ouais !» Il me dit, mais il faut que j'y aille. Je lui dis, tu fais ton calcul. Si, en y allant, ça va te permettre de gagner plus sur une augmentation des ventes ou je ne sais quoi, que ce que tu vas perdre sur l'impact carbone. Il est resté à Paris. Voilà. C'est rigolo. Oui, effectivement. Et c'est pas seulement anecdotique. Je trouve que c'est assez révélateur. Alors, chaque semaine, dans cette rubrique Prêt pour l'impact, l'invité de l'émission précédente pose une question. C'était donc Thierry Blandinière, le président d'Invivo, qui a une question pour vous. Je suis vraiment conscient des enjeux qui sont devant nous, de comment financer la transition, les grandes transitions énergétiques notamment. L'agriculture fait partie aussi du sujet de la question. Comment vous allez pouvoir régler l'équation de pouvoir changer les transitions à un coût compétitif ?
Alors ça ouvre, on a commencé à en parler, mais la question du coût, comment proposer de l'énergie renouvelable à des prix compétitifs? Vous nous disiez finalement, c'est de plus en plus compétitif. Sur l'électricité, Paris gagné. Ouais. Sur le biométhane, il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Et donc, si on regarde le prix de production du biométhane par rapport au prix du gaz naturel sur les marchés, on est à x2 aujourd'hui. D'accord. Donc, c'est quand même beaucoup plus cher. Il y a une chose que moi je remarque, c'est qu'on ne fait pas payer les externalités, donc les conséquences de l'utilisation du fossile aux usagers. Et on décorrèle complètement. Donc, moi, quand je fais le plein, enfin, j'ai plus de voiture, mais quand je faisais le plein, je ne faisais pas le lien entre ce plein et les inondations derrière à Barcelone ou à Valence. Et donc, je ne suis pas prêt à payer pour assumer ça. Par contre, mais il y a une bonne partie des consommateurs qui ne le sont toujours pas. Et qui ne le sont toujours pas. Ouais. Et donc, la succession des catastrophes, pardon de vous interrompre, mais la succession des catastrophes climatiques ne fait pas réduire le climato-scepticisme, etc., malheureusement. Malheureusement, voilà. Et ça fait partie de notre travail, et c'est aussi pour ça que je vous remercie de nous inviter aujourd'hui. Le lien entre mon action individuelle et le changement global ne se fait pas. Par contre, malheureusement, le lien entre je voyais un beau paysage et maintenant j'ai un méthaniseur et ça sent mauvais chez moi, ou maintenant j'ai une éolienne et je trouve que c'est pas joli parce que moi j'aime pas les éoliennes, là il se fait. Et donc c'est toute la complexité et donc la question. Sur le prix, en électricité on gagne. Sur le biométhane, j'étais encore hier, puisque maintenant aussi je suis président de l'ANODE, qui est l'association des fournisseurs indépendants d'énergie, j'étais encore hier au ministère à discuter sur comment on finance la transition du gaz classique vers le biométhane. Et c'est pas simple parce qu'il faut éviter d'aller trop vite et de créer un rejet. Par contre, il faut quand même trouver un moyen de financer cette filière. La régulation du marché de l'électricité, le rôle de l'Europe, comment vous vous situez par rapport à ça? Parce que, alors là, on est... moi, je vous avoue, comme consommateur, parfois, je suis totalement perdu. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites pendant la crise. La crise, c'était le troisième choc pétrolier. C'est de ce niveau-là. On a eu des prix qui étaient autour de 1 000 € du mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 70. 1070, ça fait des différences énormes. Le marché européen a organisé, entre guillemets, de manière... C'est comme ça qu'il est fait. Automatiquement, les prix sont montés, en France en particulier, puisqu'on avait cette crise du gaz, une sécheresse, souvenons-nous, les barrages étaient vides, et une crise du nucléaire qui a produit 2 fois moins que d'habitude. Donc ça veut dire que soit on organise un rationnement, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie pour tout le monde. Donc soit on organise un rationnement, soit on augmente les prix. Le marché réagit sur ces problématiques-là en augmentant les prix. Les prix ont flambé. Les Français aujourd'hui consomment 12% de moins qu'en 2021. Oui, alors ça, c'est l'effet positif. Ça a marché. Ça a marché et maintenant, les prix ont rebaissé parce qu'il y a à nouveau des moyens de production. Donc, ce n'était pas une crise du marché, ce n'était pas une crise de l'organisation, c'était une crise de la production. Si vous achetez quelque chose et qu'il n'est pas produit, son prix augmente. Et j'ai beaucoup regretté que tout soit mis sur... Il y a sûrement des sales traders qui se font de l'argent. Non, les gens qui ont fait beaucoup d'argent à ce moment-là... Ce qui a existé aussi, mais bon... C'est surtout les producteurs qui ont fait beaucoup d'argent. À part EDF, qui malheureusement, à cette période, avait son outil de production en panne. Dans le reste de l'Europe, l'augmentation du prix de l'énergie a profité aux producteurs, comme l'augmentation du prix du pétrole profite aux pays producteurs de pétrole. Et donc, le sujet, c'est ça. L'Europe a fini par essayer de mettre une taxe pour aller récupérer cette rente indue, qu'on appelle en jargon technocratique la rente inframarginale. Ça n'a pas bien marché, donc ils cherchent des nouveaux systèmes. Là, il y a annoncé une baisse de 14%, je crois, des tarifs réglementés. Est-ce qu'on reste quand même à des tarifs élevés ? Est-ce que la crise est totalement digérée ? Les tarifs restent élevés, la crise n'est pas complètement digérée. Ce qui est intéressant, c'est que les prix de marché, justement ce marché dont on parlait qui était tant décrié, devraient permettre de faire baisser les prix, les tarifs réglementés de vente de 30%. Mais l'État en profite pour augmenter ses taxes et augmenter le coût du réseau, de la distribution. Et donc, ça fait 14%. 14% de baisse, tant mieux pour les gens qui sont aux tarifs réglementés. Ceux qui sont dans les offres de marché avaient déjà ces réductions depuis 1 an. Et ça reste quand même 40% plus cher
que le prix moyen qu'il y avait en 2021. C'est-à-dire que structurellement... 40% plus cher. Vous avez une augmentation du prix du transport qui a été d'environ 15% depuis 2021. Vous avez des taxes qui sont revenues au niveau classique. Et vous avez un prix de l'énergie qui reste plus élevé que ce que je voyais en 2021. Mais alors, on pourrait poser la question aussi, par exemple, vous parliez de toutes celles et ceux qui font le plein de leur voiture. C'est le levier du prix, c'est aussi un moyen, on l'a vu, pour changer sa consommation. Donc on peut aussi se dire, si l'électricité est chère, on va commencer à regarder d'autres sources, aller vers les sources renouvelables, voir si c'est moins cher que les autres, etc. Alors ça peut être un levier positif aussi. C'est un levier positif. Après, il ne faut pas qu'il soit destructeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens en souffrent. Nous, on est pour une écologie qui garde le niveau de confort. Il y a quelque chose qui est devenu très positif. Aujourd'hui, si vous avez la chance d'avoir une maison individuelle, mettez des panneaux solaires sur votre toit. C'est 2 fois moins cher que l'énergie que vous achetez à l'extérieur. Sur les 20 ans, vous payez 50% de moins. La rentabilité, elle est immédiate. Donc, parce que vu de l'extérieur, vous êtes sur une baisse de consommation et vous avez mis en place. Donc, effectivement, ce prix-là pousse à mettre des nouveaux moyens de production et nous, on mise beaucoup là-dessus. Ouais. Alors, vous parliez de l'enrichissement des fournisseurs, des producteurs d'énergie, des producteurs d'énergie. Vous, quelle marge vous prenez ? C'est quoi le modèle votre modèle et puis peut-être le modèle du secteur? Le modèle du secteur, c'est que, en tous les cas pour les fournisseurs purs, c'est que notre métier, c'est de l'abonnement. Notre métier, c'est de répondre au téléphone, c'est d'envoyer une facture et c'est d'expliquer aux gens. Donc que la personne consomme ou qu'elle ne consomme pas, finalement, ça nous coûte pareil. Donc en tous les cas, chez Équateur, la majorité de notre marge est mise sur l'abonnement. Et pour vous donner une échelle de valeur, le client qui va payer autour de 180 € son mégawattheure ou 18 cents son kilowattheure, nous, on va gagner là-dessus seulement 1 € ou 2 €. Très très peu. Parce qu'on n'est pas là pour vendre très cher quelque chose que nous n'avons pas produit. Nous, on est là pour fournir un service et donc la majorité de la marge est mise sur l'abonnement. Et surtout que si vous n'êtes pas producteur, ce qui est notre cas, et que vous n'avez pas prévu de gagner beaucoup d'argent sur le mégawattheure que vous vendez, ça vous permet de trouver très rentable de vendre des économies d'énergie. Parce que vous perdez assez peu d'argent et par contre, vous gagnez sur le service et le client aussi. Et c'est pour ça que vous faites des campagnes de sensibilisation sur les économies d'énergie. Il y en a une là cet automne, c'est ça? Et c'est pour ça qu'on propose des thermostats intelligents et c'est pour ça qu'on propose des panneaux solaires et c'est pour ça qu'on propose des bornes de recharge. Tout est dans cet esprit-là. Finalement, ça fait gagner de l'argent aux clients et ça nous en fait gagner plus. Alors, c'est embêtant pour les producteurs centralisés, mais ils ont encore de beaux jours devant eux. À quel point vous faites bouger les lignes? C'est-à-dire que quand Équateur s'installe dans une ville, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs exemples que j'ai lus en préparant l'émission. Je crois Grenoble, Strasbourg, ça m'intéresse que vous nous racontiez ça. Alors c'est rigolo ça, c'est la force de la concurrence. On est arrivé à Grenoble, on était tout petit, c'était en 2017, on avait 1 an d'existence. Et on a dit on va se lancer à Grenoble. On s'est lancé à Grenoble. On a mis, je crois, une affiche sur un bus et on est passé à Télé Grenoble. Voilà, super, on était tout contents. On a fait, je sais pas, 40 ou 50 clients, donc très très peu. Par contre, Grenoble n'avait comme offre, les Grenoblois, une seule offre. Depuis 1947, c'était les tarifs réglementés de vente. Nous, on est arrivé... Là, on parle d'électricité. On parle d'électricité, d'accord. L'électricité. On est arrivé en juillet et en septembre... Gaz et électricité de Grenoble, qui a changé de nom depuis, mais a d'un coup fait sortir une offre online moins chère, 10% moins chère, une offre 100% renouvelable. Donc le fait juste que nous on arrive, ça a poussé le concurrent historiquement monopole à changer et à faire d'innovation. Alors commercialement, c'est pas nous qui en avons profité à Grenoble. Par contre, tous les Grenoblois en ont profité. C'est-à-dire notre arrivée a poussé le concurrent à innover. Et bien tant mieux. Et c'est bien, ça c'est le jeu. Après, si nous, on n'a pas fait assez de croissance, ça c'est notre problème. Oui, c'est votre boulot. Même chose à Strasbourg, c'est un peu le même schéma? Oui, à Strasbourg, c'était encore plus drôle. À Strasbourg, il y a eu le bouclier tarifaire gaz au moment de la crise. Et nous, pour des tas de raisons, on ne l'avait pas mis en œuvre en France. Et les gens le trouvaient chez d'autres fournisseurs. Et à Strasbourg, le concurrent principal aussi, donc Électricité Strasbourg, qui est une filiale d'EDF, non plus n'avait pas mis le bouclier tarifaire. Donc les Strasbourgeois, eux, comme il n'y a que 2 sociétés qui fournissent de l'énergie et du gaz à Strasbourg, qui sont Équateur et Électricité Strasbourg, n'avaient pas droit au bouclier tarifaire. Donc ils s'en sont plaints. Électricité Strasbourg a expliqué à la Commission de régulation de l'énergie qu'ils étaient désolés, mais informatiquement, ils n'étaient pas en mesure de mettre en place le bouclier tarifaire. C'était beaucoup trop compliqué. Là-dessus, nous, on a appris ça. Il y a même quelqu'un un client strasbourgeois qui m'a appelé sur mon portable. Je ne sais pas comment il a réussi, mais bravo. C'est un bon client. Voilà. Il m'a dit, faites-le s'il vous plaît, parce que nous, on meurt.
Et donc, j'ai appelé mon associé. Nous, en informatique, on est plutôt agile. Et c'est lui qui fait l'informatique. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut le faire? Il m'a dit, oui, il faut 10 jours. J'ai dit, super, ce sera lundi. Voilà. et puis, on a lancé le bouclier tarifaire à Strasbourg lundi. Et évidemment, le concurrent l'a fait aussi. 2 semaines après, ils ont résolu leur problème informatique, ou 3 semaines. C'est incroyable, incroyable. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on parle. C'est le problème du monopole, c'est qu'il est régulé, très bien, mais il y a toujours une asymétrie d'information. Le gendarme ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas que le système d'information ne peut pas s'adapter. Et donc, il faut les deux. Il faut un régulateur et il faut aussi de la concurrence qui aiguillonne. Ouais. Équateur qui est aussi mobilisé pour encourager la décarbonation des transports. Je crois qu'il y a une offre qui est dédiée aux propriétaires de voitures électriques. Donc là aussi, vous leur dites quoi? Notre énergie, elle est verte? On vous promet? On leur dit plein de choses. Ouais. D'abord, on leur installe leurs bornes et ça marche très très bien. D'accord. Ensuite, des bornes intelligentes, je crois. Oui, c'est des bornes intelligentes qui vont s'adapter, qui vont, disons, accélérer la recharge quand la maison ne consomme pas beaucoup, ou qui vont s'adapter si vous avez un panneau solaire au moment où ça produit le plus, et qu'on peut évidemment gérer à distance avec des apps. Et en même temps, on va vous faire une offre avec des prix qui sont moins chers au moment où la consommation française est la plus basse et donc la moins carbonée. Et donc, c'est les heures super creuses. L'idée, nous, derrière, c'est de donner envie à un switch d'usage, parce qu'évidemment, comme on ne vend pas d'essence, c'est mieux si les gens consomment de l'électricité quand même à la fin. Et deuxième chose, on pense qu'à terme, il y a une capacité de stockage dans les voitures, dans la batterie, qui est 5 fois supérieure à un chauffe-eau. Le chauffe-eau en France, ça a été mis en place pour stocker l'énergie nucléaire la nuit. C'est à ça que ça a servi. Et c'est très très bien. Une voiture, c'est 5 fois plus de capacité de stockage qu'un chauffe-eau. On a des problèmes d'intermittence avec le renouvelable, c'est une certitude. Donc il y a un lien là. Renault, par exemple, vient de sortir sa Renault 5 où on peut injecter comme soutiré. Et donc, nous, on se dit, on se prépare pour pouvoir ensuite profiter de cette capacité. Et la voiture devient fournisseur d'électricité quand il y en a besoin. Exactement. Et donc, nous, on pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Et donc, il faut s'y préparer. Merci beaucoup, Julien Tchernia, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Jean-Yves Stéphan, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Storio Énergie, créé en 2023 avec Caroline Lefloc, Gauthier Maigret et Julien Dumazer. Et avec quelle idée? C'était quoi le déclic? Donc l'idée, c'est de développer le stockage d'énergie par batterie en France, mais en équipant des entreprises en solutions de stockage par batterie. Parce que le stockage d'énergie par batterie, ça existe déjà, mais aujourd'hui, ce qui existe, c'est plutôt d'installer des batteries au milieu de nulle part, les connecter au réseau et de faire du trading, de l'achat, vente d'électricité vis-à-vis du réseau. Voilà, mais nous, on voulait vraiment répondre aux enjeux des entreprises, en particulier des industriels, qui consomment beaucoup d'électricité et pour lesquels le coût de l'électricité, c'est un enjeu vital. Et donc, les enjeux, c'est augmenter leur compétitivité, augmenter leur résilience, parce qu'on a vu pendant la crise des prix de l'électricité 2022-2023, ça a été effroyable, ça a été très dur pour les électro-intensifs, et aussi décarboner leur activité. Donc ça, c'est l'enjeu. Donc on équipe les industriels en solutions de stockage par batterie, et nous, après, on a le logiciel qui va piloter les batteries pour générer des économies sur leur facture d'électricité. Alors, on va commencer par l'équipement. Ces batteries, c'est des batteries de base, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Oui, bien sûr. Donc, c'est des grosses batteries qui sont conditionnées soit en armoire électrique, soit carrément en conteneur. La technologie qu'on utilise, c'est la technologie lithium-fer-phosphate. C'est la technologie qui est maintenant numéro 1 sur le stockage d'énergie stationnaire et même sur les véhicules électriques, on la voit de plus en plus. Et c'est des technologies qui sont très robustes et très efficaces pour réaliser des cycles tous les jours. C'est vraiment les batteries, elles vont se charger, par exemple, entre midi et 2 quand il y a de la production solaire, et elles vont restituer leur énergie le soir quand il y a un pic de consommation. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de faire 1 voire 2 cycles par jour. Voilà. Et donc, alors il y a cette partie installation, et puis ensuite il y a la gestion, la meilleure gestion possible. Et là, je crois que les algorithmes rentrent en ligne de compte. Quels algorithmes, enfin pour quel usage plutôt? Oui, c'est ça. Et c'est ça la vraie valeur ajoutée de Storio, c'est l'intelligence de l'énergie, c'est l'intelligence artificielle qui va piloter les batteries. Et donc comment est-ce qu'on pilote? Déjà, il faut prédire
pour ce site, par exemple, un site industriel, quelle va être la consommation? Est-ce qu'on consomme plus le matin, le soir, la nuit, le week-end? Voilà. En fonction de cette prévision et aussi en prévision de la production, alors parfois il y a de la production sur site, des panneaux solaires, ou juste de prédire les marchés d'électricité, comment ils se comportent, et bien ensuite c'est de piloter la batterie de manière optimale pour générer des économies sur la facture d'électricité du client. C'est-à-dire qu'ils vont revendre, vous allez les aider à revendre, à valoriser cette énergie, c'est ça? Voilà, donc il y a deux cas d'usage. Donc soit il y a des panneaux solaires, et donc là on a vraiment un binôme batterie-panneaux solaires, et le cas d'usage c'est tout simplement quand les panneaux solaires produisent beaucoup d'électricité, entre midi et 2, plutôt que de la partie qu'on ne consomme pas, plutôt que de l'injecter sur le réseau, ce qui est très mal rémunéré, on va simplement la stocker dans la batterie pour l'autoconsommer. Et là, on fait de fortes économies. D'accord. Le deuxième cas d'usage, et là, c'est pour les industriels vraiment électro-intensifs qui sont eux-mêmes exposés à la variabilité horaire des prix spot. Et bien, ces industriels-là, on les équipe en batterie seuls, même sans panneaux solaires. Et ces batteries, simplement, elles vont se charger quand les prix spot, donc les prix horaires d'électricité, sont bas. Et elles vont restituer l'énergie quand les prix sont élevés. Et quand on restitue, on n'injecte pas vers le réseau, c'est vraiment juste de dire, on s'est chargé pendant la nuit. C'est vraiment acheter l'énergie quand elle est la moins chère possible. Et là, vraiment, il y a un énorme changement, je dirais un changement d'air sur les prix d'électricité entre 2024 et les années précédentes. En 2019, on avait en gros un prix d'électricité qui oscillait gentiment autour de sa moyenne. Et là, maintenant, en 2024, eh bien, on appelle ça un spread, un écart de prix qui est 1,5 fois le prix moyen de l'électricité. C'est vraiment par exemple, au milieu de la nuit et en milieu de journée, on a des prix proches de zéro. Et le matin et le soir, on a des prix qui sont peut-être 2 fois le prix moyen de l'électricité. Ouais. Et donc là, l'enjeu, c'est de charger la batterie quand le prix est très bas et restituer l'énergie quand le prix est élevé. Quel retour sur investissement? On rentabilise le contrat avec Storio Energy rapidement? Donc, exactement, c'est chaque projet, il faut commencer par étudier, récupérer les données, récupérer les coûts de l'électricité et étudier ça. Et on est sur des retours sur investissement en 3 à 5 ans, ce qui est très rapide parce qu'on est sur des batteries qui vont vivre 15 ans. Et donc être capable de les rentabiliser parfois en 3-4 ans, c'est excellent. C'est par exemple plus rapide que d'installer des panneaux solaires où en général on est sur des rentabilités plutôt en 8 ans, 10 ans, 12 ans. Donc on a des retours sur investissement rapides. Et ça, c'est lié au déclin du prix des batteries et à cette nouvelle donne, cette nouvelle réalité que les marchés d'électricité sont très volatiles et qu'on a besoin de stockage pour résoudre ce problème. Merci beaucoup Jean-Yves Stéphan et bon vent enfin bon, c'est pas le vent que vous utilisez, mais quand même à Storio Energy. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite.